L'équipe de France est donc en finale olympique et Rouen, on l'a fait, ils l'ont fait, c'est les meilleurs du monde, vous êtes extraordinaires. Ah, block shot. C'est la meilleure action que j'ai jamais vue de tous les temps. Extraordinaire moment. Putain, j'en tremble encore. Honnêtement, c'était fantastique. Polo arrive. Ce France-Slovénie était... Polo arrive. C'est pas parce qu'on est content qu'on massacre les noms de famille. Tout à fait. Quel incroyable moment qu'on a vécu. L'équipe de France a donc, s'est donc qualifiée en finale des Jeux Olympiques contre la Slovénie de Luka Doncic, qui est un joueur extraordinaire, mais de le voir avec ce seum en fin de partie, ça fait partie des très grands moments qu'on aura vécu ensemble, les gars. On a vécu la Coupe du Monde 2018, mais alors celui-ci, on a vécu aussi 2019. le Mondial 2019 qui était incroyable. Mais alors celui-ci, les gars, franchement, j'en tremble encore. C'était pas incroyable ce qu'on vient de... J'ai dit incroyable 19 fois, mais parce que ça l'était. Honnêtement, ça l'était. Le scénario était extraordinaire. Le match, c'est muerté pendant tout le match. On pensait sur un match offensif. Après, il y a une espèce de faux rythme défensif qui s'installe. On est collé cul à cul avec la Slovénie. On fait un écart, ils reviennent, ils repassent devant. Non, c'est extraordinaire. Et puis cette dernière action de Nico Batum, tout le storytelling de ce match est exceptionnel pour qu'on ressente ce qu'on est en train de ressentir tous les trois en ce moment. C'était un délire. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu des frissons réels comme ça devant un match de l'équipe de France de basket. Tu parlais de 2019, pour moi on est à des années-lumière de 2019, vraiment dans la manière dont se déroule le match, dans le scénario de ce match-là, dans tout ce que nous proposent les Français depuis le début du tournoi olympique. Pour moi on est à des années-lumière de ce qui s'est passé en 2019. Et pour revenir sur le match, le scénario il est incroyable. Pour moi c'était presque le pire des scénarios. -1, 15 secondes à jouer, balle à Luka Doncic. Plus un, pardon. Moi c'est pas le pire pour moi. Moi le pire c'est quand la Slovénie est devant. Certes, plus un. Défense. Plus un, balle à Doncic, il reste 15 secondes. Ah là, pour moi c'était l'un des pires scénarios à éviter. Et puis à ce contre exceptionnel de Nico Batum sur ce drive, cet énième drive de Prepelic qui vient de mettre un triplé exceptionnel pour amener son équipe à un point. Et puis à ce contre, ce smash de volleyball. D'ailleurs, ça nous fait penser qu'on a une pensée pour les volleyeurs qui sont eux actuellement aussi en demi-finale. Et non, ça a été un match incroyable. Mais voilà, c'est ça des vrais matchs de demi-finale, des grandes demi-finales de Jeux Olympiques. Il y a des hauts, il y a des bas. Et l'équipe de France surtout, elle est restée constante. Il y a eu des joueurs qui ont eu des très bons passages, des seconds couteaux ont eu un apport exceptionnel. C'est une vraie victoire d'équipe et c'est surtout les patrons à la fin qui ont fait la différence. Ça a été un moment incroyable. Le train de la hype et d'actualité, vous êtes tout aussi excités que nous, donc merci pour tous ceux qui servent, vous régalez les poteaux, merci beaucoup. On est déjà plus de 2000 en live. On est déjà plus de 2000, tant mieux. Franchement, merci beaucoup les gars, on se régale, il est 15h05. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la finale est à 4h30 samedi matin, mais bon, c'est un autre débat. Évidemment qu'on y sera, mais on va quand même... Sortie de trinquer, parfait. Sortie de trinquer, absolument. Grave. Quel match, 90-89. On va essayer de revenir un peu en détail. Il s'est passé énormément de choses. Je n'aurais pas imaginé l'équipe de France gagner un match contre la Slovénie dans un match à plus de 80 points. Ils l'ont fait. C'est aussi ça, l'état d'esprit de cette équipe. On a vu un Luka Doncic extraordinaire et pourtant vachement limité par la défense. Ça faisait partie de nos questions d'hier sur comment et qui va défendre sur lui. On a vu tous les mecs qu'on avait cités défendre et certains s'en sont très très bien sortis. Je pense évidemment à Timothée Luau-Cabarrot. On va essayer de se calmer un petit peu et d'analyser tout ce qui s'est passé, même si ça va être très difficile. C'est pas facile, hein, j'ai pas les idées claires. J'ai pas du tout les idées claires, mais c'est là qu'on va être les meilleurs, Polo. Je ne sais plus de ce qui s'est passé au premier carton, ni au deuxième. Eh ben, je vais essayer de te rappeler tout ça. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Ça tombe bien, ouais, absolument. Les premières infos de ce début de match, eh bien, c'était qui allait défendre sur Luka, et c'est Nico qui s'y collait au tout début du match, Erwan. C'est ce qu'on avait pensé, hein. De toute façon, ce 5-là avec Evan et Nando sur les lignes arrières fonctionnait très bien. Il n'y avait pas de raison que Vincent Collet change. On aurait pu imaginer peut-être mettre Franck tout de suite pour mettre une grosse pression sur Luka Doncic. Non, il a gardé son 5 majeur, il a tout de suite mis Nico en mission. Et d'ailleurs, dès la première action, on voit Nico tenir un bon duel, contrer Luka Doncic. Sur la toute première action du match. Ouais, sur la toute première action du match. C'était plutôt de bon augure pour la suite. Je trouve que, alors après, c'est un travail à plein temps. Et c'est vrai que des fois, on a eu l'impression que Nico, il a lâché un ou deux lay-ups, notamment en début de seconde mi-temps. On se dit, mais pourquoi les gars? Et alors qu'il n'y avait pas d'aide. Mais en même temps, c'est tellement compliqué de défendre sur ce mec-là. Parce que si dans le scoring, il n'a pas plus pesé que ce qu'on imaginait. Par contre, dans le jeu, dans les passes décisives, notamment ce pick and roll central avec Toby, il nous a massacré. Mais je pense qu'on l'a épuisé. En première mi-temps, il met 2 step back. Après, je le vois plus en deuxième en mettre. Il a Timothée et Nico. Vraiment, on réussit un vrai travail de sape. Mais ces mecs-là, de toute façon, on les éteint pas. On les réduit. Et on a réussi à le réduire. Il frôle quand même le triple-double, je crois. Il frôle ou attends, je regarde. Il est en triple-double. Il est en triple-double. Son 3e triple-double pendant ses JO. Il a 22 ans. Hein. Bravo. Ah, bonsoir. On reste dans ce premier quart-temps et on voit ses stats super. C'est l'inverse. C'est 16 points, 18 passes
et 10 rebonds pour Luka, qui fait 18 passes décisives, absolument. Il a été extraordinaire à la passe. Il était extraordinaire, et puis surtout, quand on le voit commencer ce match, moi, vraiment, pour le coup, je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'on est directement dans le match qu'on voulait pas, avec un Doncic qui nous dissèque sur le pick and roll, avec des choix défensifs des Français qui sont pas clairs. Parfois on trappe, parfois on passe avec, parfois on passe en dessous, et Doncic à chaque fois a été redoutable sur ces hésitations-là. Match offensif plus un Doncic en forme, je me suis dit que le match va être très long pour l'équipe de France. Dieu merci. Enfin, je sais pas si Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Les dieux du basket. Les dieux du basket. On remercie les dieux du basket, mais on a su vraiment rapidement sur Mais honnêtement, au plus j'y pense, au plus les amener sur un match défensif en dessous des 65 points, on va dire, même moins 70, c'est complètement utopique. Pour deux trucs, Erwan, je te coupe pour deux trucs. La première, c'est par leur style d'attaque, ils relancent, ils ont des tirs, voilà. Donc forcément, Luka est tellement fort qu'il y aura des points. Et parce qu'en défense, il donne tellement de lay-up, il donne tellement de tirs ouverts. Et ça, tu l'avais dit hier dans la preview, c'est une équipe qui a du mal à défendre. Mais en fait, quand tu joues contre une équipe qui a du mal à défendre, naturellement, il y a des points. Exactement. Tu vois, donc forcément, il y a un volume d'action et de panier très élevé. Il n'empêche que ce match-là, on le gagne par des actions défensives. Alors évidemment, il y a celle de Nico à la fin, mais il y a des momentum, notamment quand on creuse cet écart à un moment donné où on passe à 10 points, on le fait parce que défensivement. Mais c'est vrai que sur 40 minutes, c'est très dur de défendre sur cette équipe. Et on a vu, ceux qui découvraient les Slovènes aujourd'hui lors de cette demi-finale, ont bien vu qu'il n'y avait pas que Luka Doncic dans cette équipe. Mike Tobey a fait énormément de mal, Prepelic a été très bon, Blažić a eu des vraies séquences. C'est des vrais joueurs de basket qui connaissent tous le contexte FIBA et la très haut niveau de FIBA ou de l'Euroleague. Et ben oui, c'était un match de muerte qui s'est joué à rien. Finalement, c'était le match attendu. C'était deux équipes très proches et ça s'est finalement joué sur pas grand-chose. Le premier carton se termine à 27-29. Là, je suis un peu inquiet parce que on est inquiet, absolument. On est inquiet parce que voilà, en fait, il y a un petit écart et on revient parce que Timothée fait une super entrée. Timothée fait une superbe entrée dans les intentions. D'ailleurs, à chaque fois qu'il a été en défense sur Luka, on l'a senti être chiant, passer au-dessus des écrans, être toujours dans ses jambes. Après, Luka est tellement talentueux qu'il arrive toujours à s'en dépêtrer. Mais Luka, par sa défense, par aussi sa course, à un moment donné, on le voit avec la passe entre les jambes de Thomas Hurtel et de l'adresse, il a été vachement important sur les lieutenants qui sont entrés en jeu. Chelsea a fait beaucoup de bien en fin de premier quart-temps. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres matchs, comme l'Italie ou même la République tchèque, comptablement, on n'est qu'à 2 points face à une équipe qui a l'air de jouer le meilleur basket qu'elle puisse jouer. En tout cas, sur ce premier quart-temps, les Slovènes ont été vraiment très impressionnants. Et finalement, on n'est qu'à 2 points. Et c'est presque le même constat qu'on peut faire sur le deuxième quart-temps. Et c'est à ce moment-là, et on en discutait avec Steph à la mi-temps, Steph qui nous dit bon, on n'est pas très bon et pourtant on est à 2 points, ce match on va le gagner, et j'étais complètement d'accord avec cette vision. Le deuxième quart-temps change un peu sa physionomie, on sent que l'équipe de France a complètement changé son fusil d'épaule défensivement, on sent qu'il y a une vraie différence, les Slovènes marquent 2 ou 4 points sur les 3-4 premières minutes, et c'est dans ce type de match qu'on avait envie de voir l'équipe de France. Il a fallu un quart-temps, comme il faut très souvent pour les équipes pendant les CJO, mais c'est là qu'ils ont été largement meilleur défensivement. Il a fallu un quart-temps à l'équipe de France pour se mettre en place défensivement, mais par contre, il a fallu une mi-temps à Nando et Evan, et c'est là à rentrer dans le match. Et c'est vrai que si on est en place défensivement, mais en attaque, et on trouve plus de solution, on se marche un peu dessus parce que justement Nando et Evan sont pas inspirés, ont du mal à trouver le cercle, sont aussi bien défendus, et du coup heureusement qu'il y a on parle de Chelsea, le passage de Gershon est très bon, il met quelques paniers externes, il est très très bon dans cette première mi-temps. Gershon il fait énormément de bien, il met des tirs, il amène de la dureté et il amène dans le jeu sans ballon aussi, et c'est important. On savait qu'il avait été très struggle face à l'Italie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand je dis au début de l'émission, si une victoire d'équipe, regardez Gershon, 9 points, 4 bons, 1 sur 3, 3 sur 8, c'est pas des stats énormes, mais il a été très précieux et on l'a remarqué chaque fois qu'il était sur le terrain. Le deuxième quart-temps aussi montre que le rythme du match change. Et je trouve que ça va clairement dans notre côté, en fait, tout simplement. On reprend le rythme du match, on remet le rythme qu'on souhaite, on impose le rythme qu'on veut à ce match. Et d'ailleurs, c'est lié bizarrement avec une baisse physique aussi de Luka Doncic, une baisse physique qui arrive très tôt dans ce match, dès le deuxième quart-temps, où on entend déjà des joueurs français dire les gars, Doncic il a l'air fatigué, allez l'attaquer. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il fait un tournoi monstrueux de par le comment dire, il est omnipotent dans cette équipe de Slovénie, donc il joue beaucoup, il était peut-être un peu fatigué, peut-être un peu sur les rotules, on l'a vu à la fin complètement lessivé, complètement dégoûté, mais en tout cas dès le deuxième quart-temps, on voit aussi que Luka Doncic commence à faiblir un peu physiquement. C'est vrai que Luka est incroyable à la passe, mais est souverain dans le jeu, globalement.
Mais finalement, dans ce match, les Slovènes avaient sûrement besoin d'un Luka beaucoup plus scoreur. Et il n'a jamais réussi. Très peu d'adresse. Très peu d'adresse. Il finit à combien? Je vais te dire ça. À partir du premier carton. Est-ce que si Prepelic met son lay-up et qu'il gagne, est-ce que tu dis la même chose? Absolument. Mais ça change rien du match. Ça change rien au match de Luka. Il est fini à 16 points, à 5 sur 18 au tir, 2 sur 9 à 3 points. Ça change rien au match. Hein. Il a toujours eu ses excès. Il a toujours, mais même dans tous les matchs du tournoi, il a toujours eu des excès à 3 points. Les Slovènes, et c'est que l'équipe slovène l'accepte. Je vis avec ça. Il a toujours eu ses excès de step back à 3 points, un petit peu hors tempo. Alors quand ça tombe dedans, on crie au génie. Mais en fait, quand on regarde tous les matchs en entier, ça tombe pas toujours dedans. Il n'a pas un exceptionnel pourcentage au tir. Et je crois que les Français se sont dit. Ok, de toute façon, on va pas pouvoir l'éteindre. Par contre, voilà ce qu'on accepte de Luka Doncic, voilà ce qu'on n'accepte pas. Et je trouve que dans le drive, dans le mid-range, ils lui ont quasiment rien donné. Tu veux nous tuer, brûle-nous à 3 points sur des step-back, des tirs très difficiles. Si tu nous bats là-dessus, on l'accepte. Par contre, tout le reste, même s'il a mis quelques petits lay-ups et quelques mid-range, ils lui ont très peu donné ça. Ouais. Donc, quelque part, ils l'ont dit, ça on te l'autorise, ça on te l'autorise pas. Et sur la durée, ça a marché. Il y a un truc qui est aussi intéressant dans la fin du deuxième quart-temps, c'est les 2 actions de Rudy Gobert. Rudy Gobert est impérial au rebond, impérial aussi dans la domination intérieure, même si Toby est très très fort sur du... Il est chiant, il est grand, il est bien placé, il a de l'adresse. Mais Rudy, sur cette action où Toby a 2 fautes, il l'enfonce, il lui met un énorme dunk. Là, on se dit, ah ok, sachant que juste après, il y a, je sais plus comment il s'appelle, notre numéro 8 slovène, j'ai oublié, on nous l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié, qui va au dunk sur un pied, une main à droite comme ça, Rudy sort du cercle, bam, le contre, donc la première action défensive de ouf. Et puis derrière, Rudy, il a la balle en bas, et on aurait aimé qu'il ait un peu plus la balle dans ce deuxième quart-temps. Il fait la petite passe D pour Evan. Dans un moment, on est grave en struggle, ce qui fait quand on arrive à la mi-temps, en fait, on se le dit tous, tu l'as dit tout à l'heure, putain, on fait pas un super match d'attaque, mais on est qu'à 2 points, et ça c'est bon signe. Rudy fait énormément de bien dans le contre, dans la dissuasion, il est très bien défensivement, même si Toby le sanctionne, notamment d'un tir à 3 points, serait tôt dans le match, mais je trouve qu'après il a fait les pas qu'il fallait pour essayer de réduire la distance au maximum. Après, c'est quand même très dur quand c'est Luka qui a à la baguette, mais par contre, il provoque. C'est lui qui provoque les 2 fautes de Toby, c'est lui qui lui met ce dunk dans la gueule. Je trouve qu'il a fait mal là où il fallait. Alors, ça se voit pas toujours dans les stats, mais ça, c'est très bien. Le passage de Rudy dans ce deuxième quart-temps, il donne beaucoup d'air aussi à cette équipe de France et ça nous permet de recoller. Il a fermé la raquette. Doncic n'est pas beaucoup allé au panier, mais c'est pas le seul. Il y a eu très peu de lay-up, très peu d'attaques de panier côté slovène. Beaucoup sur du tir extérieur. Et ça, encore une fois, c'est... Mais évidemment, il y a des contres, évidemment, il y a des rebonds, mais ça, dans les stats, c'est pas comptabilisé. On le répète tout le temps avec Rudy Gobert. Et le travail qu'il fait encore ce soir, les changements, en fait, il change les attaques, il change les trajectoires, il change les décisions offensives, il change tout. Le travail de Rudy Gobert ce soir, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, a été extraordinaire. Et en plus, il a apporté un petit côté offensif un peu sexy. Mais même, je te dis, moi, en deuxième mi-temps, sur les pick and roll, il fait des efforts. Il fait des efforts. Et on n'oublie jamais 2-18, c'est compliqué d'aller, des reprendre, d'être là. Sur les 1 contre 1 sur les petits, il a énormément. Et là, en deuxième mi-temps, tu vois qu'il fait des efforts, qu'il essaie de gêner Doncic, de contrôler Toby. Alors, évidemment qu'il se fait avoir 2-3 fois parce que c'est très compliqué le pick and roll. Les mecs, parce que les mecs en face sont forts. Mais je te jure que j'ai vraiment, moi, je le voyais dans les attitudes. Je fais oui, non, mais ça va passer parce que quand Rudy Gobert a des attitudes comme ça défensivement, ça veut dire que le choix de la décision de Doncic, il doit la faire en une fraction de seconde. À la mi-temps, on est à -2. Timothée est à 10 points. Et on a 4 joueurs à 7 points. Donc Nando, Evan, Rudy et Gershon sont à 7 points. Dans quel état d'esprit vous êtes? Dites-nous d'ailleurs dans le chat, dans quel état d'esprit vous êtes? Plutôt confiant ou au bout du roulage? Sans être trop confiant, parce que c'est quand même un match, on l'a dit en début d'émission, c'est quand même un match, on est en apnée pendant les 30 premières minutes, même pendant tout le match. Donc forcément pas confiant, on parle pas trop, on est dans notre coin, il y a quelques insultes qui partent. Mais comme on l'a dit... il y a un truc qui sentait bon, c'était cette équipe de France à l'image d'un Evan Fournier, pas inspiré offensivement, qui est loin de son meilleur niveau défensivement et surtout offensivement, mais qui a 2 points de la Slovénie à la mi-temps. Et quand tu te dis ça, tu te dis que finalement, c'est difficile d'imaginer faire pire en deuxième mi-temps et que le momentum va s'inverser pour nous. Ils ont été backup. Nando et Evan, qui sont donc nos 2 leaders offensifs, ils ont été backup sur cette première mi-temps par le passage de Timothée, par la présence de Rudy, par la justesse et le combat de Nico. Voilà, ils ont été, tu vois, par le Thomas, mais un petit panier aussi à un moment donné, même s'il a aussi lu un peu dans le dur. Ils ont été backup un petit peu par tous les gens qui sont rentrés. Le collectif, voilà, le collectif a fait en sorte que cette première mi-temps ratée de nos 2 leaders offensifs ne soit pas un trou pour nous. Maintenant, la question c'était, est-ce qu'ils vont s'y mettre ?
connaissant les deux Gugus, j'avais pas trop d'inquiétude. Et les deux, pourtant, on sait jamais. voilà. Bah, Et les deux, et ce qui est cool, la réponse, c'est que oui, ils vont s'y mettre et les deux en même temps. Et là, pour le coup, non mais c'est Et ça, il fallait ça fait une énorme différence avec le match contre l'Argentine. Si on se l'Italie de 2019. non, je parle de 2019 où à la mi-temps. T'es encore dans le match, t'es dans le dur et tout. Ouais, mais les tu attitudes- ouais, mais tu es sûr. Ça On clique était jamais. tous sûrs qu'on se disait, putain, Ivan, vu ce qu'il a fait, Nando et tout, c'est sûr qu'ils vont se réveiller. Donc en fait, moi, et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, parce que j'étais un peu en stress, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, putain. Et tu me dis, qu'est-ce qui pourrait être pire? Et de toute façon, ils peuvent pas faire pire. Je fais, bah si, ils peuvent faire la même deuxième mi-temps. Bon, finalement, l'avantage, c'est qu'avec nos Gugus, là, ils nous ont sorti une mi-temps extraordinaire. Donc, du coup, je vous disais qu'ils étaient à 7 points tous les deux à la mi-temps. Nando finit à 25 points. 25 points, 8 sur 17 et 3 sur 5 à 3 points. Et notre ami Vavan, alors 25 points, super pour Nando. Restons sur Nando d'ailleurs, qui, même s'il est 23 de l'adresse, c'est Nando qui décote énormément de choses par de la pénétration, par du jeu sur pick and roll et des passes D pour les autres. il a fait tout ce qu'il fait depuis 8 ans en Euroleague. Là, on a vu le Nando du grand CSKA Moscou quand il est MVP de l'Euroleague. Voilà, on a vu le Nando à qui on donne les ballons, quand on voit Nando qui a le ballon dans les mains, on est rassuré. Cette espèce de filou sur pick and roll, c'est cet enfer pour le défenseur pour chaque fois qu'il doit le suivre sur des mains à main. Il arrive, il se stoppe, il s'arrête, il passe au-dessus, il passe en dessous. On l'a vu très fort dans les lectures. On l'a vu aussi aller alimenter un petit peu ses grands. On l'a vu à mi-distance, on l'a vu à 3 points. Quand Nando il est comme ça, que ça soit en NBA, en Euroleague ou ce que tu veux, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il l'a rappelé aussi. Il y avait un génie en face qui est Luka Doncic. Nando De Colo, n'oublions pas qu'il est capable aussi de se rapprocher de ce type de joueur-là. Je dis pas attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. mais quand Nando met 18 points comme ça dans une deuxième mi-temps d'une demi-finale de FIBA, oui, s'il se rapproche quelque part on se rapproche du génie. Une force mentale extraordinaire, parce que quand tu passes à côté comme ça contre l'Italie, que tu arrives dans les vestiaires après une première mi-temps ratée, avoir cette force, parce que tu sais que ton équipe a besoin de toi, et t'envoyer 18 points dans une deuxième mi-temps, au-delà de tout l'aspect technique qu'Aaron a bien décrit, c'est extraordinaire de force mentale, je trouve. Il a été fantastique. Oui, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux Il dire? est un peu payé en défense Alors, parfois. ça, on se laisse je sens que Mais ça on va y tombe bien, c'était pas un match défensif. Exactement. le match se poursuit et donc le troisième carton des Français est vraiment top niveau. Vraiment, on sent qu'on a pris l'ascendant, on tape plus 10 à un moment donné, ça dure pas longtemps parce que avec les Slovènes, ça dure jamais longtemps, ils sont capables de revenir. Mais on a quelques actions où on joue mal les coups sur des contre-attaques, où on se dribble sur le yep, on fait une faute par-ci, on rate des trucs un peu faciles, ce qui permet aux Slovènes de revenir. Il n'empêche que globalement, l'aspect, la vision qu'on a sur le match, c'est que ça peut pas nous échapper dans le troisième quart. J'ai l'impression que ce troisième quart-temps, on sent les Français physiquement commencer à se mettre en place et à dominer les Slovènes. Et c'est en ça qu'on se dit que c'est bon signe pour nous, c'est parce que on sent que les Slovènes vivent un peu sur de la folie, ils s'énervent. Mais quelque part, là, on parlait de l'émotion dans la preview, et là, on sent que l'émotion, elle est en train de basculer côté français, que les Slovènes, ils la maîtrisent plus. Doncic prend une technique, on les sent commencer à parler à l'arbitre, et ça, on se dit que ça fait notre jeu, en plus de les dominer physiquement. Maintenant, ça reste une demi-finale de JO. Quand tu mènes à plus 10 et qu'il reste 12 minutes à jouer, c'est normal. Faut arrêter de croire que les joueurs sont des robots. Tu mènes de plus 10, il reste un quart-temps et 2 minutes à jouer. Ouais. À un moment donné, dans ta tête, ça trotte. On mène de plus 10, on est à 10 minutes d'une finale olympique et ça te trotte dans la tête. Et c'est normal, quelque part, que ça se passe comme ça. Donc, les Slovènes, presque logiquement, malheureusement, reviennent. C'était inimaginable qu'on gagne 2-20. Enfin, moi, honnêtement, on se retrouve à plus 6 à la fin du troisième quart, ce qui est... on est un peu le seum, mais on est quand même content d'avoir plus 6. Quand on est dans le bon momentum, on se l'est dit, et puis on s'est souvenu aussi du match qu'on avait vu 3 heures plus tôt avec les Australiens, qui aussi ont eu un momentum comme ça un peu plus tôt dans le match, mais qui ont quand même pris un écart entre le moment où ils sont à plus 15 et le moment où ils passent rapidement à moins 10, moins 15. On savait, et Erwan l'a dit, c'est une demi-finale de Jeux Olympiques face à une équipe extraordinaire. Tu sais que ce momentum, tu vas pas l'avoir tout le temps. Et dans la gestion du momentum, je trouve qu'il y a un moment très important, c'est cette fin de troisième quart-temps et ce contre de Rudy Gobert. Dans un moment, encore un compte sur un dunk. Il revient de nulle part. Dans un moment bizarre où les Slovènes viennent de mettre une filoche, derrière tu as une perte de balle de Nando, si je dis pas de bêtises, et tu dis que là, en force, non le passage en force, c'est ça. Et là tu te dis, le momentum, il peut vraiment basculer à la fin d'un quart-temps, c'est jamais bon signe. Et là tu as le contre de l'au-delà de Gobert sur Kantchar qui nous laisse dedans et qui nous laisse et qui empêche, on voyait la Slovénie commencer bien, tu me parlais d'une équipe émotive, commencer à s'exciter sur le banc, etc. Rudy Gobert, c'est une mini-clim à ce moment-là et ça nous met d'allant pour attaquer ce quatrième quart-temps et ça c'est important. Ça m'arrange que tu parles de l'émotivité parce que dans les très bons signes de ce match-là, c'est le moment où
Il y a une technique pour les Slovènes quand oui, il y a une espèce de contre un peu chelou, Timothée, c'est un peu bizarre. Ils prennent une technique, des gros plans sur Luka qui est très frustré parce que vous connaissez les superstars. Pour eux, il y a faute à chaque action. Et c'est vrai qu'il est vachement contesté. Il va sur un pied comme ça, c'est un peu chelou. On lui donne pas faute. Il n'y a pas la prime à la star en FIBA et ça arrange tout le monde. C'était très cool. Et on sent que les Slovènes, comme on aime bien dire pour les pour les joueurs d'ex-Yougoslavie, il y a toujours ce moment où ils ont des momentum incroyables, mais quand ils sont un peu dans le dur, ils sont capables de péter les plombs. Ouais, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est vrai. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Quelque part, ils ont vite remis le couvert. Et c'est Mike Tobey, alors qui pour le coup, lui, n'est pas d'origine Rien à voir, yougoslave, mais c'est lui qui les remet un petit peu. On souffre de manière assez surprenante, alors que dans le troisième quart-temps, on avait l'impression que physiquement, on dominait les débats. Mais dans ce quatrième quart-temps, jusqu'à 2 minutes de la fin, on va souffrir tout le long. Jusqu'à la fin du match sur le rebond offensif. Ouais. Et Mike Tobey va nous faire énormément de mal là-dessus, entre des rebonds qu'il va récupérer et mettre dedans, et même les ailiers qui vont rentrer, il va beaucoup en toucher Mike Tobey. Il a été très fort. Énorme chantier, 21 points, son pourcentage 10 rebonds, 2 sur 8 à 3.5 sur 15. Présence. Mais énorme présence dans le jeu. On rappelle, en face, il y a quand même Rudy Gobert. C'est pas rien, ça n'a pas été facile pour lui quand même. Mais le joueur de Valence a sorti le match qu'on attendait de lui. Il a causé des problèmes aux Français, des problèmes qu'on savait, mais il a appuyé dessus. Tu sais, je regardais le play-by-play. Est-ce que vous savez à quel moment les Slovènes reviennent à égalité? Vous direz combien de temps de la fin du match? 50 secondes. 50 secondes, pas avant pour toi. Moi, je dirais 2-3 minutes. 2-3 minutes. 2 minutes. Sachez les gars, et tu sais, on se disait, ce money time, il est très très long. Tu m'étonnes. Il y a 78-78, alors qu'ils étaient revenus à 1 point juste avant, à 7 minutes de la fin. Tu vois, moi j'avais la même sensation que c'était à la toute fin. En gros, à un moment donné, à 78, j'en peux plus. J'allais dire un peu plus longtemps, mais Erwan, il m'a fait douter, donc j'ai voulu... Ne me crois jamais quand je dis des trucs comme ça. 78-78, incroyable. Et il y a un truc aussi à ce moment-là, où on est vraiment dans le dur, donc quand il reste 5-7 minutes, c'est que Evan prend l'équipe sur son dos, prend un tir complètement en timing dans l'axe. Il prend un tir d'échauffement en filoche. Derrière, il prend un petit tir à 2 points. Fadeaway Kerry. Je fais oh la vache. Et là, en fait, Evan Fournier, leader, nous porte clairement. Là, il nous porte. Ben, c'est ce qu'on attend de lui. Hein. C'est la suite. C'est le flambeau de Tony Parker. Alors, je ne sais pas s'il lui a donné en main propre. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est ce qu'on attend d'Evan. On était très frustrés par sa première mi-temps, par ses choix même des fois, parce qu'on avait l'impression qu'il voulait forcer le jeu. Mais Evan, des fois, a besoin de ça. Mais sa deuxième mi-temps, elle est magique. Il met des tirs sur la... Je me souviens de Nico qui lui relaie une passe dans le corner. Elle fait énormément de bien. Et puis, tu as raison, cette remontée, ce tir dans l'axe, on le voit prendre, on est surpris parce qu'il est hors timing, on a l'impression qu'il est même pas dans ses appuis, mais ça tombe dedans. Evan est un très grand joueur et il ne vit que pour ça depuis longtemps. Il est arrivé en équipe de France, il y avait encore Tony, donc c'est un mec qu'on n'a pas, souviens-toi, à Rio on le prend pas, c'est terrible pour lui, c'est quelqu'un, Evan qui a attendu son tour, peut-être un petit peu trop longtemps en équipe de France, et quand je vois cette image derrière, pour moi, ça veut dire que cette équipe de France là, c'est la meilleure des nouvelles, c'est que ces deux mecs là, qui, quelque part, à un moment donné, se sont cherchés, se sont regardés, se sont tirés la bourre, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Quand je les vois jouer ensemble et quand je les vois à la fin, Evan, le premier truc qu'il fait, c'est courir pour aller prendre Nando dans les bras et que je vois Nando très ému de la qualification pour la finale. Je me dis, en fait, on se trompe pas. Autant sur l'Euro au foot, on s'est trompé avec le groupe vit bien. Non, en fait, le groupe joue à Fortnite, c'est pas là. Ce groupe-là vit très très bien et ça s'est vu à la fin dans la victoire. Le premier truc que fait Evan, c'est courir, parce que c'est courir les gens qui va vers Nico. Certes, parce que c'était fou. Certes, mais je trouve que ces deux-là, à un moment donné, auraient pu ne pas marcher, auraient pu se marcher dessus. Ça a été parfois le cas, mais je trouve que là, depuis la Coupe du Monde 2019. Ils nous portent et surtout ils arrivent à jouer ensemble et ça change tout quand t'as deux mecs comme ça. Dans ce money time, il y a un moment important aussi, c'est l'autre erreur des arbitres sur cette action un peu litigieuse où il y a un tir des Français, les Slovènes enlèvent la balle et l'horloge ne redonne pas à 12 secondes et Nando est obligé de prendre un tir rapide. Et là, évidemment, honnêtement, c'était n'importe quoi, les arbitres ne l'ont pas vu, ni à la table, ni les arbitres de champ. Derrière, les arbitres dont va s'en coller, tout le monde crie et tout, on prend technique. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? J'ai l'impression que le momentum a changé. Sauf que sur la technique, il marque le lancer. Et après, il ne marque pas et on récupère le ballon à égalité. Et je me suis dit, dans ce moment-là, le fait de ne pas passer à -1, je trouve qu'il est important psychologiquement parce que j'ai l'impression que le momentum aurait clairement pu changer. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une petite erreur d'arbitrage aussi juste avant en défaveur de la Slovénie. Je ne sais pas s'il y a une vraie, mais oui, ça se discute. Voilà. Ça s'équilibre, on va dire. Dans le chat, il paraît que sur les médias un peu internationaux, on dit que la Slovénie n'a pas été aidée par l'arbitrage dans ce match. Il faudra peut-être qu'on le regarde. Chacun son tour, frérot. Pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord. Mais moi, à ce moment-là, j'ai peur parce
parce que j'ai l'impression que si la Slovénie marque sur la possession d'après, le momentum change complètement. Et là, j'ai l'impression que la fin de match aurait pas été la même. Pour te remettre dans le contexte, Erwan, il reste 3 minutes 26, donc faute technique. Prepelic marque le lancer franc. L'action d'après, c'est une énorme filoche à 45 d'Evan qui permet de retourner à 85-81. Donc en fait, le mini momentum d'une technique, parfois, il est tué dans l'œuf, complet. Mais c'est pas là aussi après, je crois que c'est Nando peut-être qui met aussi un 3 points à un moment donné. Et puis sur le repli, on s'oublie. Et N1 de Prepelic, lancer franc raté, rebond de Mike Toby et panier plus faute. Il y a un truc dans cette fin de match quand même. Il y a eu nommé. Ce moment-là aussi, on se dit, ça va encore nous échapper, c'est pas possible. Il y a plein de moments où on est quand même à deux doigts de se mettre dans la merde. Il y a ce moment-là, effectivement, il y a 2 lancers manqués de Rudy, donc à 87-85. Et il y a cette fin de match d'Evan Fournier qui, coup sur coup, faute sur Prepelic sur un drive après une remise en jeu, 4e faute. Il rate son lancer. Derrière, il se passe une petite tambouille kata. Il remonte la balle, Evan. Et là, il prend son 5e sur une action. Heureusement qu'elle ne coûte pas cher, celle-là, Evan, parce qu'on était fous sur des actions comme ça de. Mais moi, anodine, en fait. Je vais dire un truc, malheureusement. à ce moment-là, je suis un peu énervé, mais je suis pas inquiet parce que je me dis que offensivement, le taf, on l'a fait, que les points, on les a marqués. Il y a 90-96 à ce moment-là. Maintenant, c'est en défense. C'est en défense que le match va se gagner. Donc évidemment, tu as le fait de perdre le ballon à ce moment-là qui est très cher. Mais je me suis dit, Evan a fait le travail, on n'a plus besoin de lui. Non, mais la preuve, c'est que ça va dans ton sens. Moi, t'es à 90 points marqués, t'as fait ton pour moi, effort. c'est ça. Et il y aurait juste les lancers francs. À ce moment, il reste 30 secondes. Un peu plus, attends, je vais te redire, parce qu'après, le gros problème, c'est que Prepelic, derrière, met une énorme filoche. Énorme filoche de très haut niveau. Et là, à ce moment-là, on a besoin d'une grosse défense et d'un gros stop. Malheureusement, on l'a pas. Il reste 44 secondes. J'entends ton optimisme. Moi, je vais revenir sur cette action-là. Et Evan fait un match fantastique, une deuxième mi-temps énorme. Il aurait été aussi excellent en interview d'après-match, puisqu'il a dit « Sois bien avec nous, il ne faudra pas zapper sur de l'équitation, un petit tacle à France Télé. Bravo Evan, tu as fait la totale. » Moi, je crois que sur cette action où il y a clairement passage en force, on va clore le débat très vite. Oui. Il veut la jouer un peu à l'ancienne. Il veut la faire un peu « Je suis un daron, James Harden en NBA » où c'est risqué. Cette action, elle est risquée. Je pense qu'il le sait parce que quand il va sur le banc, et là, tu vois, on voit la maîtrise des émotions des mecs. Parce que moi, si je fais ça, je fais un salto arrière et une Amara Simba avec le ballon dans les tribunes. Ouais, dans la tête de l'arbitre. Voilà, aussi, dans la tête. Mais là, je pense qu'Evan, il le sent, il sait qu'il a déconné, qu'il en a trop fait. Et moi, je suis fait putain, on se fait baiser comme ça, comme des bleus. Et en face, prendre un café à ce moment-là. Et en face, t'as raison, Polo. Défensivement, c'est défensivement qu'on devait gagner ce match-là. Donc clairement, Ivan avait fait le taf offensivement. Mais moi, tant que tu as Doncic en face, Doncic, à un moment donné, il peut être de dos au panier, lancer la balle comme ça peut faire filoche. Et moi, tant qu'il avait la balle dans les mains, je me chiais dessus. Après, qu'on se remette les choses en contexte, j'étais pas heureux de voir cette faute offensive aussi. La légende du Polo, à ce moment-là, fait yes. Yes, Evan n'est plus sur le terrain, c'est gagné par l'équipe. Non, pas du tout, évidemment c'était chiant. Erwan a très bien expliqué pourquoi. Et heureusement, on n'aurait pas eu la même lecture du match d'Evan si on avait perdu ce match après cette faute offensive, ça c'est sûr. Absolument. En tout cas, donc Evan est sur le tech. Prepelic met cette énorme filoche, 90-89, il reste 33 secondes. Et il s'est passé un truc, alors si quelqu'un a l'info dans le chat, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça complètement chelou. Il te reste 33 secondes, tu as la balle, tu montes la balle. Au bout de 5-6 secondes, faute de l'adversaire, normalement... Alors donc, non, du coup, direct sur la remise en jeu, la faute. Ouais. La faute, elle est direct sur la remise en jeu. Il remonte la balle, non ? Non, parce que la balle est remise en jeu au milieu de terrain. Non, regarde, on récupère la balle. Est-ce qu'on parle de la même chose ? La dernière action de l'équipe de France. Nando De Colo, il y a remise en jeu sur le côté, t'as raison, après un temps mort. Balle à Nando. Faute directe. Mais normalement, t'as 24 secondes pour attaquer. Non, ça n'existe plus ça. Mais attends, il y a 24 secondes pour attaquer. Il prend la balle, on lui fait faute, et le chrono passe de 24 à 12. En tout cas, en NBA... C'est la nouvelle règle. Mais non, ça c'est la nouvelle règle quand il reste 3 secondes, d'accord. Mais quand il reste 20 secondes, on devrait te remettre 20 secondes. Non. Je crois qu'à moins de 2 minutes ou un truc comme ça, s'ils l'ont fait en demi-finale, je veux bien que la table. Et surtout, personne n'a gueulé. Si quelqu'un a l'info, moi en tout cas, j'ai trouvé trop chelou. Il n'empêche que la dernière possession, elle n'est pas non plus. Nando prend un tir très compliqué. Il dribble, la dernière possession, elle est quand même bien défendue par les Slovènes. Et moi, je te dis, on se retrouve. Pour moi, c'est l'un des pires scénarios. Alors, heureusement qu'on n'est pas égalité et qu'on est à +1. Mais moi, 15 secondes, balle dans les mains de Doncic, l'histoire, elle est presque trop belle. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, oui, t'as raison, elle est presque trop belle. Bon, l'histoire fera qu'il aura fait une passe après Prepelic qui était très chaud. Une bonne passe. Est-ce qu'on peut regretter d'ailleurs que ce soit pas Luka qui prenne le tir ? Il est tellement attendu, il est cramé.
Moi, quand je vois la deuxième mi-temps qu'il fait, il a plus de canne. Sur ses step back et tout, il a plus de canne et tout. Tout le monde l'attend. On donne beaucoup d'aide. Nico donne beaucoup d'aide pour justement aller fermer Doncic sur drive. Et l'autre Prepelic vient de mettre une énorme filochette. On sait que Prepelic sur le drive, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait excellemment bien. C'est bien joué ce que fait Prepelic. Il est très fort sur le premier pas. Après, Nico va le cueillir. Dieu merci. Mais pour moi, l'action elle est bien jouée. Ils arrivent à avoir un lay-up. Ils arrivent à avoir un lay-up pour aller en finale. Il y a un lay-up ouvert. Et c'est pas un lay-up où Rudy vient en aide, il est tôt, il va s'enfermer dans une aide. C'est un lay-up où le mec de derrière, avec des bras monumentaux, pam, va lui mettre une planche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant mieux pour les Français, mais pour moi, l'action, elle est très bien jouée. Ouais, dites-nous dans les commentaires si vous aurez préféré que Lucas tente un step back, fasse autre chose. Lucas, il a pas mis un 3 points en deuxième mi-temps. Il n'arrivait même plus à faire une passe précise à la fin. Toutes ses passes étaient un peu en l'air, un peu sur le côté. Et ça a vraiment posé des problèmes à la Slovénie. Il a beaucoup lâché le ballon. Il n'a pas pris ses tirs, il était tout simplement cramé et ça se voit, ça s'est vu au faciès. Et comme le dit Erwan, l'action, et t'as pas Nico qui revient du diable Vauvert, l'action elle est royale, t'as Prepelic qui a un lay-up facile pour aller en finale. Donc non, pour le coup, je pense que la Slovénie a pas grand-chose à se reprocher sur cette dernière possession. L'action de Nico était juste imprévisible. Vous êtes plutôt partagé entre il a bien fait de faire la passe, mais on reproche aussi à LeBron de ne pas le faire en finale. Est-ce que c'était plutôt dans ce sens-là? Après, il a fait sa passe, il y a un lay-up. Honnêtement, quand il part sur son lay-up, on est tous d'accord pour dire qu'il va marquer. Je dis pas qu'on a perdu parce que tu sais, on sait jamais, tu prends un temps mort, mais on était très mal embarqués, honnêtement. C'est Jacques Monclar qui dit souvent ça sur le très haut niveau comme ça, quand tu viens d'un trafic mettre un lay-up et tout, faut monter au tomard. Là, l'histoire a prouvé que quand tu vas au dunk, tu te fais contrer. Moi, je peux pas en tout cas. Donc, Non, mais on parle de haut niveau. Non, il peut pas, mais c'est vrai que tu vois, là, pour le coup, il est bien, mais tu te fais cuire par des athlètes de fou, puis il le voit pas venir. C'est clair. Par rapport au tour des 14 secondes, bravo, vous avez été beaucoup à raconter. En gros, lorsque tu prends temps mort et que tu fais ta remise en jeu dans l'autre moitié de terrain, tu as 14 secondes pour attaquer. D'accord. Voilà. Bonne info en tout cas, les gars. J'ai une excellente. Le volet est en finale, Polo. Le volet est en finale des Jeux Olympiques. Bravo, les gars. Ils ont démonté l'Argentine. Quand on a pris le live, ils venaient de remporter le second set. Visiblement, c'est déjà fini, c'est qu'ils ont remporté le troisième. Donc c'était un joli 3-0, j'imagine. Laurenti, on a ses stats. Il a joué libéraux encore. Mais attendez, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nos 3 équipes masculines de Sportco se sont qualifiées. Ce matin, le hand a régalé contre l'Égypte. C'était sérieux, mais c'était un bon match. Ils ont dominé. Je regarde le match ce matin. Il commence avec un 5-1 pour l'Égypte. Tu dis que le match va être très long, mais au sérieux, expérience. Les Karabatic, les Fabregas, les Dikaem ont été excellents. Donc bravo à eux. Ça sent bon. Après, ils vont jouer une énorme équipe. On n'est pas parlé de ça. Ils vont jouer l'Espagne ou le Danemark. D'ailleurs, ça a dû être joué. Donc on doit savoir qui vont jouer. Mais en tout cas, c'est une finale. Magnifique contre qu'on voit derrière. Donc les volleyeurs français, les basketteurs français et donc les handballeurs français se sont qualifiés. Ce soir, ce sera aux filles de se qualifier elles aussi. Et on espère que les handballeuses donc, et les basketteuses feront le même exploit que nos Français. Franchement, ça fait kiffer de voir des sportco qui performent autant. Évidemment, on va parler de foot parce qu'on s'en bat les couilles et parce que ça n'a rien à faire au JO, mais c'est un autre débat. Une vraie émulation. On embrasse Sylvain Ripoll quand même. On embrasse Sylvain Ripoll qui et on le retrouve dans 4 ans, du coup. Oui, j'ai bien compris. C'est clair, absolument. Donc on arrive à la fin de ce match-là et donc on l'a vu derrière. Cette image est aussi très forte. Lucas est au bout de sa vie, crevé, frustré, dépité. Et là, il y a Nico qui va le voir et qui lui parle. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit. On demandera à Nico d'ailleurs ce qu'il lui a dit. Mais ça, c'est des images qu'on aime entre gagnant et perdant. Tout le monde va le voir. Mec, t'es quand même un extraterrestre. Bon, on t'a tapé et c'est bien, on est bien content. En tout cas, moi, j'étais très fier de voir Lucas triste. Ça fait kiffer de voir des superstars tristes quand c'est ton équipe qui a gagné. On les a battus à la régulière. Lucas, on l'adore, mais voilà, quand notre équipe de France joue un match contre lui, on le trouve insupportable. On le trouve insupportable à tout le temps parler aux arbitres. On le trouve insupportable à faire des blairs pas possibles, comme on dit, à un peu toiser les arbitres, à toiser ses adversaires. À un moment, il met un TG dans la gueule de Rudy Gobert dans le premier quart-temps. Il lui fait un truc genre non, enfin, il fait pas le geste, mais il est comme ça. Non, tu peux pas me défendre. Voilà, c'est le jeu. Il a joué la période. On est content, mais ça reste un joueur extraordinaire, le meilleur joueur du tournoi, mais on n'est pas inquiet pour la suite. Avec KD et Ricky, on disait Ricky Rubio aussi. Écoute, ça a été incroyable. Un mot sur le compte de Nico Batum. Ça va rester clairement dans les plus grands moments de l'histoire d'équipe de France. Il en a mis 4. Il en a mis 4 sur le match. Il a été très précieux, Nico. Mais ce compte-là, il est extraordinaire. Presque aller, c'est un mot un peu galvaudé en ce moment, mais de résilience. C'est-à-dire qu'il prend quasiment 1 mètre sur le départ de Prepelic. En plus, c'est très dur, ces ballons qui arrivent comme ça, qui te donnent presque de la vitesse. Il te joue direct. Prepelic, on l'a vu jouer quand il était à Levallois. C'est un chiant. Il démarre à 200 à l'heure. Il a un ras du sol. Et Nico, il est pris un petit peu au début du démarrage.
mais il reste au contact. Et puis après, sur l'envergure, il va le chercher sur la planche. C'est parfait, quoi. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Regarde, tu vois, il contrôle, il fait pas faute. Nico, là où il est très malin aussi, c'est qu'il absorbe le contact, il fait pas faute. Je pensais qu'il avait pris un plus gros écart sur le départ. Ouais, c'est vrai, pas du tout en fait. Non, c'est une exceptionnelle défense. Bravo aussi de ne pas avoir donné d'aide côté ballon. On n'est pas venu s'empaler pour donner des fautes où les arbitres font ça. Non, c'est une action défensive de très très haut niveau qui restera dans les. Et puis tu sais, Mathias Duché me disait. Nico, ça fait longtemps qu'il est en équipe de France et tout, mais les héros étaient souvent Tony Parker, les héros étaient souvent Boris Dio. On parle souvent de ces 62 points en demi. Voilà, c'est ça. Mais dans une compétition très frustrante. Exactement. Là, pour une fois, c'est lui le héros. Le héros du match, c'est lui, sur cette action-là. Et c'est bien pour l'ensemble de son œuvre. On a force. Nous, on l'a vu il y a un an, il nous avait confié, comme il l'a dit aussi dans l'équipe, dans l'excellente interview de l'équipe, il pensait arrêter de jouer au basket. Et un an plus tard, il fait une super saison avec les Clippers. Il re-signe avec les Clippers 2 ans. Il est en équipe de France, il met le contre pour aller en finale. Il est incroyable en quart. Il est extraordinaire en quart de finale. Même ce soir, il est extraordinaire. Hein. Il met 2-3 filoches aussi. Mais pour la postérité, en fait, ce contre, il va rester comme un tir clutch. C'est comme si Nico Batum avait mis un 3 points pour gagner. Le même impact, ça va être ça, à l'image du contre de LeBron en 2016. C'est cet impact-là que ça va avoir. Bon, en franco-français évidemment, mais ça va avoir cet impact. C'est comme s'il avait mis un tir de la gagne, Nico, c'est pareil. Je vous disais, c'était un contre-dunk. On est exactement dans ce type de possession, d'action complètement folle. C'est quand même un contre pour la gagne. C'est assez rare. D'habitude, les comptes pour la gagne, c'est des tirs. Tu sais, t'es là, t'es contré sur les trucs de rad. Là, c'est un tir sur un mec qui va au lay-up. Ça, c'est des actions mais qu'on voit. Mais moi, toute ma vie, j'ai vu ça d'un mec qui est un peu passé, mais il est largement plus athlétique que le mec qui pénètre. Il a des bras, il a un sens du timing. Bam, il met une planche. Voilà, c'est des actions du basket qu'on aime. Et quand tu parles de résilience, c'est exactement ça. Un mec, il y a des mecs qui auraient, entre guillemets, pas abandonné, mais qui mettent un temps à passer dans la transition. Je suis passé au contre. Et ben heureusement que c'était Nico Batum et pas un autre. Hein. Rudy aussi a ça, par exemple, de laisser passer les petits, bam, de mettre des gros contres. C'est ce qu'on aime, et donc ce sera une photo. D'ailleurs, la FIBA s'est pas trompée. Hein. Ils l'ont sorti direct, ils l'ont mis en tout épinglé parce que ça, c'est le genre de truc qui fait le tour du monde. Regarde là, comme elle est belle, extraordinaire. Nico, bravo, Nico, incroyable. Allons sur les tops. Et les flops, enfin plutôt les tops de ce match-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flops. Oui, allons sur les tops. On a fait que les tops, de toute façon. Oui. Et il y a tellement de monde, j'espère que tu as mis tout ce que j'ai dit. Hein, le flop, ça peut être l'arbitrage que je trouve très en dessous, mais de manière globale. Hein, Moi, j'ai une victoire, mon arbitrage, je m'en bats les couilles, hein, je vais pas vous mentir. Les tops, alors mon Tom, tu nous les montres vite fait, s'il te plaît. On a mis beaucoup de monde, on s'est fait plaisir, j'espère qu'on s'est fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de mecs entre les leaders en deuxième mi-temps, entre les lieutenants, qui nous ont carry, comme on dit, en première mi-temps. On n'a pas dit, mais le tir de Timothée. Clutch au possible. Avec la passe de Rudy. Avec la passe c'est vrai, on a oublié de la dire celle-là. Non, de Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, nos leaders ont été fantastiques. Le contre de Nico restera, comme on l'a dit, extraordinaire. Tout le monde, quoi. Et les seconds couteaux, incroyable. La passe de Rudy sur cette action. Et la passe comme ça, un peu à l'aveugle, je sais pas ce qui s'est passé, pour une filoche fantastique de Timothée qui a été grand dans ce match. Timothée a été grand, ça a commencé avec la défense, on en a un peu parlé tout à l'heure, notamment sur Doncic, il lui fait perdre un ballon sur sa première défense dès qu'il rentre. Et en plus derrière, il trouve un peu d'adresse. On l'a vu un peu en délicatesse par moments avec cette adresse sur ce tournoi, mais il la retrouve au meilleur des moments. Il nous lance dans le match. C'est le match parfait il nous lance dans le pour match. nous, quoi. De ce début de match, il est un peu compliqué parce que c'est chiant de jouer Doncic. C'est un pseudo-faux rythme. En plus, il met 2-3 filoches sur des step back. Mike Tobey est bien. On rentre pas complètement comme on a envie dans ce match-là. Et lui va amener, mais c'est ce qu'on attend des mecs du banc, va amener ce jus-là. Va amener ce jus défensif. Première interception tout de suite dans les mains de Doncic. Ça donne un lay-up. Ça me fait penser d'ailleurs à Andrew qui avait gagné un ballon dans les mains de Kemba Walker. Tu vois, c'est ce genre d'action qui donne du jus. Et derrière, il met 2 filoches sur des tirs ouverts. Il y avait moins d'espace pour Evan et Nando, et lui il va mettre 2 filoches comme ça et il lance quelque part l'équipe de France, donc bravo à lui. C'est exactement ce dont on attend de Timothée, et je peux pas m'empêcher de dire quand on l'avait eu en interview sur Zoom qu'il était à l'entraînement sur KD, qui me disait non mais KD à l'entraînement c'est une galère. Ben mon gars, quand tu prends KD à l'entraînement pendant 1 an et demi sur le rable, eh ben oui, quand même t'as Doncic en face, t'es prêt au combat, et on l'a jamais vu baisser la tête. Il y a un truc que je vous ai pas dit dans ce match, une stat importante qu'on a pu entendre vite fait sur le match, c'est que l'équipe de France à 3 points a shooté à 12 sur 25. Et ça, quand même, il fallait le prévoir, le 12 sur 25. Les Slovènes ont lancé, ils sont à combien? Alors, je vais te dire ça. Je vais te donner un peu les stats du match. Donc, on a dit, on était à 31 sur 75 au tir au global. Un petit 41%, c'est pas énorme. En revanche, donc, le 48% à 3 points est super. On est à 84%, 16 sur 19
au lancer franc, ça c'est bien, 49 rebonds, on les a évidemment bouffés, 49-40. En revanche, et tu fais bien de me demander le pourcentage au lancer franc des Slovènes, parce qu'ils sont à 11 sur 20, 55%. Ils le perdent aussi là, les amis. J'ai bien peur c'est bien ce qui me semblait. Ils ont laissé, tout là. Ils ont laissé des plumasses là-dessus. Hein. Tout à fait. 10 sur 30 à 3 points pour les Slovènes qui n'ont pas été particulièrement adroits. Non. Et à l'image de Luka, hein, de toute façon. Si Luka était dans un meilleur jour d'adresse, ça aurait été une autre chanson. Pas dit qu'on aurait perdu ce match parce qu'on a été fantastique. On a vu les tops, hein, vous avez vu, nos leaders ont été fantastiques. La deuxième mi-temps de Nando, la deuxième mi-temps d'Evan. Mais mon gars, là on a vu deux mecs avec des grosses coronets se dire les gars, on va vous y amener. Il n'y a aucun doute. Et on ne l'a pas trop dit, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait Nando et Evan sur le terrain qui attaquaient, qui étaient un peu en galère en défense. En revanche, les trois autres, c'était TLC, Nico et Rudy, qui eux existaient un peu moins en attaque, mais ont été fantastiques en défense pendant 5-6 minutes. C'est clair. Et dans un match d'attaque, Erwan l'a dit, dans un match d'attaque, on avait vraiment plus besoin de ces deux joueurs au diapason, dans l'adresse et de manière offensive. Mais c'est vrai que parfois, ça a été compliqué en défense, avec parfois des changements tardifs, des hésitations, de communication. Et ça nous a coûté quelques points. Encore une fois, ça tombe du bon côté parce qu'on remporte ce match, mais c'est clairement des trucs qu'on aurait mis en avant si on n'avait pas gagné la rencontre. Mais voilà, on l'a gagné, donc on en parle pas. Le travail de l'ombre, hein. Moi j'ai vu un petit tweet, pour moi ce qu'ont fait Nico et Rudy, c'est germinal. Ils sont allés à la mine, ils ont mis le casque, ils n'ont pas eu peur des coups de grisou, ils ont quand même fait un taf, c'est du sale taf. Hein. Rudy aujourd'hui on voit il est à 3 sur 8 au tir, on a vu, je suis pas sûr qu'il ait pris le plus grand des plaisirs dans ce match-là, mais par contre il a dû prendre du plaisir par contre à faire le sale taf, et Nico l'a fait aussi, et c'était important, parce que quand Evan et Nando comme ça peuvent s'exprimer, mettre des points, il faut que derrière des mecs fassent le sale taf, et c'est ce que Timothy, Rudy et Nico ont pu faire. Et puis on peut me dire ce qu'on veut, hein. Rudy progresse énormément dans la compréhension du jeu. Et quand tu as un mec comme ça, 30 minutes sur un terrain de basket, que ce soit NBA ou en FIBA, à un moment donné, alors c'est pas dans les stats, mais putain, qu'est-ce que ça pèse sur l'adversaire. Hein, c'est dans les stats. Hein, ouais. Il fait pas des stats, des petites stats. Les stats importantes, c'est les 8 contre de l'équipe de France. 8, c'est énorme. 4 et 4, hein, c'est Nico et Rudy. Hein. Voilà, il suffit de deux joueurs. Le travail de Nico sur Toby, après les changements Doncic sur le pick and roll Doncic-Toby, le travail qu'il doit s'envoyer pour tenir un mec qui lui prend une tête et qui en plus est plutôt excellent, c'est un travail monstrueux qu'on n'a pas trop vu, que nous, enfin en tout cas que le grand public ne voit pas trop, mais qui a apporté énormément à cette équique de France. La muerte, absolument. Apparemment, Luka a eu une petite sortie en zone mixte. On attend que vous nous l'écriviez. Je vais essayer de la chercher parce qu'à un moment il aurait un bon seum. Un petit mot sur Vincent Collet quand même, hein, qui donc le meilleur entraîneur de l'histoire de l'équipe de France, continue sa belle moisson de médailles. Il n'a pas joué grand. On n'a pas vu Vincent. On a vu Mousse au relais de Rudy, mais on n'a pas vu d'association grand-grand comme on a aimé sur les autres tours. C'est ce qu'on s'est dit. J'ai un peu reproché contre l'Italie de ne pas l'avoir assumé en deuxième mi-temps, alors qu'en première, ça avait plutôt bien marché. Face à la Slovénie, face à ces petits... Tout le monde peut tirer. Il faut je pense qu'il a bien fait. Ce match était sur un match d'attaque comme ça, où il y avait beaucoup de possession. On a vu les Slovènes énormément courir. Et même nous, avec Nico en 4, on s'est fait prendre sur des replis. Je pense que si on avait joué grand, ça aurait été prendre un risque, et peut-être qu'à un moment donné, ce risque-là, il aurait été fatal si tu prends un éclat. Donc je pense que ça aurait été une fantaisie, et il a bien fait de ne pas le faire. Et bon, le score parle pour nous, mais moi, honnêtement, comme il n'a pas tenté, je suis assez d'accord avec le fait qu'il n'ait pas tenté. Moi, je suis d'accord avec ça. On sait que la Slovénie est une équipe de momentum, une équipe d'adresse, et risquer de mettre deux grands avec les difficultés à s'écarter, à aller chercher des joueurs, parce que toute cette équipe peut tirer à 3 points, c'est prendre le risque de les remettre dans un bon momentum, de leur redonner 1 voire 2 tirs ouverts. Ça aurait été plus compliqué à partir de ce moment-là. La seule petite erreur pour moi de Vincent Collet, c'est de laisser un peu Mustapha Fall un peu trop longtemps dans la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, à un moment. Même si Mustapha Fall, moi je trouve un peu l'image de Gobert, que sur les déplacements latéraux, et ce qu'il a réussi à faire sur Doncic, il a fait les efforts. A fait les efforts. Alors parfois ça a payé, parfois non. Mais en tout cas, il a été vaillant aussi. Il reste pour moi un peu trop en deuxième mi-temps. Mais d'un côté, ça permet aussi à Rudy de se reposer et de finir fort. De faire la fin de match qu'il fait. Donc au final, c'est toujours pareil quand tu coaches. Tu dis, écoute, tu regardes le score. On est à plus 5, plus 6. Allez, Mousse, donne-moi encore 1 minute 30. Comme ça, c'est une minute. Coacher, c'est ça. Alors, c'est pas la NBA où eux, ils ont à 2 minutes 30, tu rentres, tu sors là, où c'est très calqué. Des fois, le coaching sur des matchs comme ça, c'est un peu ça. J'ai l'impression que Vincent, il a tiré
tout ce qu'il pouvait de Mousfal, et Mousfal a donné tout ce qu'il pouvait pour que Rudy puisse souffler, et ça a marché puisque Rudy finit très fort. Mousfal a apporté le repos à Rudy Gobert qu'aucun joueur des Slovènes n'a pu apporter à Doncic qui était cramé au milieu du troisième quart-temps. Batman est en tendance pour Nico. Fantastique. Nicolas, vas-y, je t'en prie, vas-y, mais avec l'accent. Alors, Nicolas is a class act. He taught me how hates playing against me, but in a good way. That was nice of him. It's just a class act. Bravo, Polo. Exactement, il a dit de belles choses. J'attends quand même. C'est ce qu'on le disait à Nico hier, on échangeait un peu avec lui. Je fais, mec, t'auras passé ton été avec Luka Doncic entre le tour de playoff et la demi-finale d'aujourd'hui. Il ne se lâche plus. Il ne se lâche plus. Je regarde s'il n'y a pas une autre petite déclat. Est-ce qu'il a dit que ça ou est-ce qu'il a dit qu'il détestait la France et les arbitres? Non, je dirais la France et les baguettes. Voilà, ce genre de choses. Ah, bah voilà, regarde, les FIBA, on le compte jusqu'au Louvre. Voilà, tout le monde est très inspiré ce soir, apparemment, sur les tweets français. On a fait le tour sur tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel vous voulez revenir? Sinon, on clôture ce match contre la Slovénie. Ah non, et ensuite, on va sur le match de Team USA et surtout la prévue de la grande finale qui serait donc à 4h30, apparemment, samedi matin. Pour les Américains, c'est abusé. Vraiment, cette saison, ils auront tout fait pour qu'on finisse la saison avec un trou du cul comme ça. Je suis fatigué, j'en peux plus. Ils nous mettent le match à 4h30 du matin. Le dernier jour avant nos vacances, il faut qu'on vienne au taf à 4h et qu'on en reparte à 8 ou 9. Quoi. Elle est dure. Attends, je regarde vite fait parce qu'apparemment, Evan aurait fait des petits tweets. Je regarde. Je vais voir si vous avez des petites déclats, n'hésitez surtout pas, les gars. Hein. Je vais voir. Alors, dites-nous, je regarde les tweets, je regarde, tac. C'est le match sorti de boîte. C'est tellement ça, gros. Let's go to la finale des JO, France TV, avec une photo de lui sur un cheval. Le rapport avec l'équitation. Il est fantastique, Evan. Parce que j'espère que vous l'avez vu. Pour ceux qui ont raté les 5 premières minutes du troisième quart-temps, puisqu'apparemment on était sur autre chose, du karaté ou je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Voilà. Mais bon, nous on regarde sur Eurosport. Comme ça on a le match en entier. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Merci Polo pour les codes Eurosport. Hein. Tu nous sauves la vie. Les gars, parce que je regarde le vélo, mettez-vous au vélo. Hein. Et tu vois, c'est un positivisme qui rejaillit sur le basket. Très bien. Un petit mot sur l'autre demi-finale, les gars, qu'on a pu voir ce matin. L'Australie affrontait Team USA. Je l'ai la déclat. Ah, vas-y. En fait, Lucas, il gueulait dans la zone mixte que ça a arrangé la FIBA, ce résultat. Et il voulait, parce que la FIBA voulait un France-États-Unis. Il est un peu osé, Lucas. Je pense que le monde entier voulait Luka Doncic face à Team USA, je pense. De mon point de vue, en tout cas. Je pense que dans tous les cas, tout le monde est très content, non? Bah ouais, je pense. Mais je pense que s'il y a un choix à faire, en tout cas, si la FIBA devait choisir qui devait gagner ce match. Enfin, voilà, après, c'est des discussions. Mais dans une belle théorie du complot. Les gars, pour les copains de la FIBA, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur ce que vous préférez. Un petit mot sur le Team USA Australie qu'on a pu voir ce matin à 6h15. Vraiment, bravo les gars. 6h15 pour que les Américains puissent regarder la télé. Énorme match, énorme deuxième mi-temps des Américains qui étaient quand même menés de 15 points dans le deuxième quart. C'est une équipe illisible. Ils font une première mi-temps, premier quart-temps et milieu de deuxième quart-temps infect. Ils sont infect. Chris Middleton, je pense que sur cette première mi-temps, c'est un joueur de promo région qui vient faire le 10e à l'entraînement. À un moment donné, il prend une ligne de fond, il rate un dunk. Enfin, ils sont minables, mais je n'ai pas peur des mots. Hein. Ils sont vraiment catastrophiques, les Américains. Et en face, ils jouent contre une équipe qui a préparé son coup tactiquement, qui joue parfaitement au basket et en plus qui a trouvé de l'adresse. Donc, ils se retrouvent logiquement menés de 15 points. Je me dis, au bout d'un moment, la mascarade va s'arrêter. Et puis c'est toujours le problème des Américains aussi. Quand tu joues les Américains, les Australiens, ils se sont dit, oula, il y a tout qui marche à la perfection. Là. Oula, mais attends, il reste un de la fin d'un deuxième quart-temps, il reste toute une mi-temps. Et là, les mecs bégayent, ça rend des ballons, moins 3 à la mi-temps, moins 2. Et puis derrière, les autres, ils arrivent. Et au talent, Jrue Holiday, Kevin Durant, Devin Booker, Tatum va toujours mettre un panier ou deux. Et les mecs, et puis par contre là, c'est ce que Vincent Collet expliquait un petit peu aussi, c'est que ils mettent des runs, ils te mettent un run à 8-0, un autre 8-0, un autre 8-0, bon, t'es à moins 25, merci, au revoir, la messe est dite. Cette équipe-là ne vit que sur le talent, clairement, elle fait que ça. Mais par contre le talent est tellement exceptionnel, mais ils ne vivent que sur le talent. C'est très bien résumé, cette équipe vit que sur le talent, et j'ai l'impression que ça peut suffire pour être un tout en dessus de toutes les équipes internationales au monde quand on a cette équipe-là. Je vais pas paraphraser Erwan, mais cette première mi-temps ne veut rien dire, et dès qu'ils décident de remettre un coup, et ça part même pas de la mi-temps, même avant, quand ils font le run pour revenir sur l'Australie, enfin,
tout clique, quoi. La défense, on retrouve un peu de fixation intérieure par du drive ou par des intérieurs comme Draymond Green qui va derrière ou Baba Nebayo qui sont servis, de l'adresse qui revient automatiquement. Tout se met en place, en fait, tout simplement. Kevin Durant qui est un joueur extraordinaire, mais on va pas faire semblant de le découvrir, hein, puisqu'on le suit quand même toute l'année. Derrière, ça filoche. Jrue Holiday, fantastique. Devin Booker, fantastique de pureté aussi. Voilà, la question de savoir maintenant en finale, c'est quelle équipe on va avoir. Est-ce que c'est cette équipe de première mi-temps ou est-ce que cette équipe de deuxième? Un mélange un peu des deux, comme contre l'Espagne. On va faire après. Moi, ce que je pense que tu sais, c'est que Popovic continue à faire son small ball en deuxième mi-temps et il continue à se faire casser la gueule en jouant small ball. Ça le dérange pas du tout. Il gagne, c'est un truc, je veux dire, à cette équipe-là, moi, je pense que de toutes les Dream Team que j'ai vues depuis 92, je pense que c'est peut-être la pire. Allez, il y avait 2004 à Athènes. 2002, 2004, 2006, c'est dramatique. Mais je te parle de Jeux Olympiques. Donc 2004 à Athènes, c'est pas beau aussi, mais vraiment. Elle est mal montée. Mais collectivement, mais là, cette équipe-là, mais il se passe rien. Lillard, c'est un petit joueur. Enfin, je suis très sûr. Alors que j'adore Lillard, il y a des mecs. Moi, je suis Chris Middleton. C'est lui là qui, à un moment donné, on s'est peut-être dit au bout de 4 matchs, il peut peut-être être MVP des finales. Pourtant, il finit à 11 points dans le match. Oui, parce qu'il met beaucoup. Oui, mais il met des tirs quand il y a plus 15. Je sais, mais tu vois, c'est la première mi-temps, là, quand ils sont à moins 15. Quand il rate le tir, il y a un run. Alors, c'est ça ma question. Dans le deuxième quart, donc, les Team USA se retrouvent encore, comme face à l'Espagne, à se retrouver à moins 10, moins 11. Alors là, ça monte à 41-26, donc ils sont à moins 15. Ouais. Ma question est simple, est-ce qu'à moins 15, vous y avez cru, aux Australiens? Ah oui. Ouais, moi aussi. J'y ai cru. J'y ai cru à fond. T'as une équipe qui joue trop bien au basket, et qui met dedans. Pas Team USA, c'est vraiment extraordinaire. Et en face, c'est une équipe, certes, c'est Team USA, mais t'es une équipe qui se fait pas 2 passes. Et Kevin Durant est bon dans le mid-range, il n'a pas encore trouvé de l'adresse externe. Je me dis, mais ils vont le faire. Bonne language Qatar en plus. Mais la nonchalance. Tatum, Adebayo, la nonchalance. Donc en fait, ils continuent. Tu sais, ils sont à moins 15, mais ils continuent comme ça. Ouais, ils sont venus faire un scrimmage. Je pense vraiment que la fin de deuxième mi-temps, de deuxième quart-temps des Australiens. Pour moi, c'est plus les Australiens qui les remettent dans le match à la fin du deuxième. Après la deuxième mi-temps, c'est un rouleau compresseur, il n'y a rien à dire. Mais il y a des mecs. Le troisième quart-temps, il a quand même gagné 32-10. Après, il y a des mecs en Australie, c'est plus leur niveau de tenir un score face à eux. Ballon touche, bégaye et tout. On peut citer Mathieu Dellavedova dans ce type de truc. C'est un joueur NBA, ça, donc. Ok, d'accord. Dès que le momentum change, tu sens direct, même quand il y a encore moins 10 pour plus 10 pour l'Australie, tu sens direct que dès que le momentum change, qu'ils vont revenir et qu'ils vont se faire éclater. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est qu'une équipe qui est à moins 10 comme les États-Unis, tu sens que dès qu'elle a cliqué, dès que le momentum a changé, tu savais direct qu'elle allait revenir. Moi, tu me dis cliquer. En fait, je trouve de l'adresse. Je trouve des mecs. Je trouve des mecs qui mais ils défendent même pas collectivement. T'as des Jrue Holiday et KD qui vont se mettre des. Mec, t'as Draymond Green sur le terrain, gros, en première mi-temps, il est au milieu. Ah, excuse, on dirait, comme tu l'as dit, on dirait Tom Ciravino qui joue en 3-3, qui te mange tous les espaces. Attendez, je suis désolé. Je voulais voir cette stat qui était folle. Du coup, il y a 41-26 pour les Australiens à 5 minutes 23 de la mi-temps. Je regarde, je remonte le box score à vite fait, tac. Donc 5 minutes 23, j'ai dit. Ils sont à moins 10 à 1,53. Et en fait, les Australiens finissent le match à 45. À 45, je dis 45-42. Mais tu dis, donc tu demandes si on a cru, nous. Moi, je peux te dire que les Australiens, ils y ont cru. Quand je vois l'entraîneur sur des temps morts, ça et tout, les mecs, ils sont en confiance. Leur plan, il marche parfaitement 15 minutes. Mais par contre, ils sont à fond, ils y croient. Un gars à citer qui a été très bon, Patty Mills a été bon sur les gros tirs, même si dans l'adresse, il a souffert. Dante Exum a été très bon. Dans leur bon momentum, tout est pour lui, des lay-ups, des trucs, des matchs cibles aussi a été pas mal. La défense, Dante Exum. Bravo à toi, mon grand. En tout cas, les États-Unis sont donc imposés 97-78. On aime bien dire qu'ils ont peu de marge contre toutes les autres équipes. On le sent, mais bon, ils arrivent quand même à gagner 20 points tous leurs matchs de coup près. Donc maintenant qu'on a fait un débrief de ces demi-finales, on va se projeter tranquillement, gentiment, sur une preview de cette finale entre Team USA et l'équipe de France. Pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera en 2 vidéos. Et pour ceux qui sont en direct, on se la fait tout de suite maintenant.